Vendredi 21 juin, ce soir, en manchette. Vol de renseignements confidentiels, Desjardins augmente la protection des clients et fait face à des actions collectives. Il faut se méfier au plus haut point. Et dans ce cas-ci, c'est notre appel à une mise en garde très importante pour la clientèle. Mort d'une jeune fille à Granby, la belle-mère accusée de meurtre non prémédité. On n'aurait pas porté d'accusation si on considérait ne pas avoir un dossier qui pouvait soutenir ces accusations. Inondation à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Un rapport de 2017 parlait déjà d'une catastrophe annoncée. Nulle part, ils nous disent qu'il y a une urgence d'agir. Nulle part. Quand le triathlon aide à surmonter les épreuves de la vie. Ça m'aide à oublier que ma mère a le cancer. Ça m'aide à oublier que je vis des affaires difficiles. Je veux juste qu'il soit fier de lui. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Ici Alexis Delancer. Alors, en plus de gérer une crise d'une ampleur jamais vue après le vol de renseignements personnels, le mouvement Desjardins est désormais visé par des demandes d'action collective. On en discute avec Marie-Claude Morin. Ces demandes, elles ont été déposées à Québec et à Montréal. Oui, elles sont un peu différentes, ces deux demandes, mais en gros, on reproche à Desjardins d'avoir failli à ses responsabilités, de ne pas avoir suffisamment protégé les données personnelles de ses clients. À ce stade-ci, la Cour doit décider si oui ou non elle autorise les actions collectives et ensuite, il y aura un débat sur le fond. Et ce qu'on demande, Alexis, à Québec, on parle de dommages punitifs dommages totaux de plus de 3 milliards de dollars. Ça représente un peu plus de 1 000 par membre. Et à Montréal, on demande 300 par membre et le remboursement de frais mensuels. Notre client payer des frais mensuels à sa caisse et aussi sa part de qualification qu'on paie au début pour être membre. Et lorsqu'il payait ces frais-là, il s'attendait que les caisses et la fédération protègent ces informations confidentielles. Donc, il demande un remboursement et une réduction de ses obligations pour une somme indéterminée pour tous ces montants-là qu'il payait chaque mois pendant des années. La réaction de Desjardins a rassuré certains clients, Alexis, mais on voit quand même qu'il y a des inquiétudes. On peut écouter certains clients. Sur le coup, oui, c'est sûr que ça m'a inquiété, mais après ça, je pense qu'on a été tenu au courant suffisamment. Puis ça a l'air d'avoir bien été géré. Disons, un peu rassuré quand même de la façon dont les choses ont été présentées par Desjardins. Là, donc, Parce que je veux dire, moi, j'étais avec Desjardins depuis que je suis jeune. Là, j'ai jamais eu d'autre option. Je n'ai jamais pensé que ce serait un problème. Là. Mais Marie-Claude, Desjardins a ajusté sa réponse, a renforcé les services de protection à ses clients. Oui, la surveillance du dossier de crédit par Equifax et l'assurance contre le vol d'identité passent d'1 an à 5 ans. Donc, une meilleure protection pour les clients. Mais il faudra quand même être très vigilant, surveiller les transactions qui sont faites à votre nom et aussi les communications que vous avez avec Desjardins parce que des fraudeurs pourraient en profiter pour se faire passer pour des représentants de Desjardins. Et on a vu dans des dossiers des courriels où on reproduisait de façon très, très précise le logo d'une entreprise, le type de message, l'image visuelle finalement de la compagnie. Donc, il faut se méfier au plus haut point. Merci beaucoup, Marie-Claude. Et je rappelle à nos téléspectateurs que dans une demi-heure environ, on va s'entretenir avec un spécialiste qui va nous dire un peu qu'est-ce qu'on recherche avec ces données personnelles et qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger face à tout ça. Un rendez-vous à 18h30. De Montréal, on se tourne vers Granby puisque de nouvelles accusations ont été formellement déposées contre la belle-mère et le père de cette fillette de 7 ans morte à la fin du mois d'avril dans des circonstances très tragiques. Michel Marcellet, la belle-mère a donc finalement été accusée de meurtre non prémédité. Voilà, une histoire qui n'a pas fini de faire jaser un peu partout au Québec, mais dont on ne peut révéler que très peu de détails, étant donné en raison de l'ordonnance de non-publication. Donc, les deux accusés étaient de retour aujourd'hui à Granby, en cour du Québec, devant le juge Serge Champoux. Et justement, coup de théâtre en rapport avec le décès de cette fillette de 7 ans qui est survenu le 30 avril dernier. Donc, la conjointe du père biologique, qui était déjà accusée de séquestration et de voie de fait, maintenant fait face à des accusations d'homicide
d'homicide involontaire, donc de meurtre non prémédité. Et la femme de 36 ans se camouflait un peu derrière sa chevelure aujourd'hui quand elle a comparu. Quant au père biologique, lui, il fait face à une accusation de négligence criminelle. Il était pour sa part accusé de séquestration et d'abandon d'enfants. Donc, pourquoi est-ce que ces accusations, qui sont beaucoup plus graves, surviennent si tard? Bien, en partie parce qu'on n'avait pas encore le rapport d'autopsie. Je vous laisse avec les explications de la procureure Laurence Bélanger. On n'aurait pas porté d'accusation si on considérait ne pas avoir un dossier qui pouvait soutenir ces accusations. Donc, effectivement, depuis la dernière date, nous avons reçu des rapports, notamment d'autopsie, afin de pouvoir prendre nos décisions finales là, quant à la responsabilité des deux individus. Et ces deux individus demeurent détenus là, pour l'instant. Voilà, pas beaucoup de chances de remise en liberté. Ils vont comparaître à nouveau le 27 août prochain. Le père biologique avait déjà fait une demande de remise en liberté qui lui a été refusée. Sa conjointe tentait de faire de même, mais avec cette accusation d'homicide involontaire, bien, ça change complètement la donne. Cette marade présumée maintenant devra faire appel à un autre tribunal, soit la Cour supérieure. On peut écouter brièvement Maître encore Laurence Bélanger. Compte tenu du dossier de meurtre qui vient d'être déposé, la règle devient la détention. Donc, techniquement, elle pourrait demander, de faire l'enquête sur remise en liberté dans le dossier de séquestration, mais vous comprendrez qu'elle est détenue dans le dossier de meurtre et que seulement une Cour supérieure peut libérer provisoirement une personne dans un dossier de meurtre. Donc, elle doit passer devant la Cour supérieure pour demander d'être remise en liberté, sinon elle va rester derrière les barreaux. Michel, merci beaucoup. Au revoir. Je vous en prie. Retour sur le dossier des crues printanières par le biais d'un rapport dont Radio-Canada a obtenu copie, un rapport de la firme d'experts qui a été mandaté après la crue printanière de 2017 à Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour vérifier la solidité de la fameuse digue. Le document en question fait clairement état de risques d'inondation majeures en cas de rupture. Voici là-dessus ce qu'a obtenu Julie Marceau. Le 28 avril, Sainte-Marthe-sur-le-Lac se réveille submergée. La veille, une brèche dans la digue a forcé l'évacuation de 2500 maisons, le tiers de la population. Orage, la digue qui a lâché. 2 ans auparavant, la firme d'experts Axio Environnement avait pourtant sonné l'alarme. Dans le document obtenu par Radio-Canada, les experts écrivent « La digue a été fragilisée par la crue du printemps 2017. La rupture de la digue, à n'importe quel endroit, aurait le potentiel d'affecter l'ensemble du secteur. Dans le cas d'une crue de récurrence de 100 ans, 1389 bâtiments, principalement des résidences, seraient touchés. » Les experts sensibilisent aussi la municipalité au risque de dommages matériels et d'impacts psychosociaux. La mairesse rétorque que les experts ne mentionnent jamais l'urgence d'agir ni un endroit précis où il pourrait y avoir rupture. En aucun temps dans le rapport, il est indiqué qu'il y avait une possibilité. Et nulle part, ils nous disent qu'il y a une urgence d'agir. Nulle part. Le rapport recommande 3 éléments clés pour éviter une catastrophe appréhendée. Le rehaussement de la digue, l'empierrement pour prévenir l'érosion, la surveillance et l'entretien de la végétation, comme couper des arbres et éliminer des racines pour éviter que la structure s'effrite. La Ville assure avoir respecté les 2 premières recommandations en amorçant un processus de rehaussement de la digue. On a suivi les délais. On a fait faire le rapport d'Axio. Le processus s'est fait vraiment dans les règles de l'art. On n'a pas... Il n'y a personne qui a dormi au gaz. C'était annoncé d'avance ce qu'on a subi, ce qui s'est produit. Et malheureusement, personne n'a tenté de poser des gestes pour nous en protéger. C'est vraiment, vraiment troublant. Il y a 55 jours là, que les 6000 sinistrés vivent un calvaire, littéralement. Et moi, je suis frustré et outré de voir que pendant ces 2 ans-là, il ne s'est rien fait, à la fois au niveau de l'instance municipale et aussi du gouvernement, pour tenter d'éviter ce drame-là. Au mois de mai, une demande d'action collective a été déposée dans ce dossier. Elle vise la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, la MRC de Deux-Montagnes et le gouvernement du Québec. Ici Julie Marceau, Radio-Canada, Montréal. Je vous annonce que le prochain chantier que je vais m'occuper personnellement, c'est le général Amherst. Il va prendre le bord. Out. Ça, c'était il y a 2 ans, en 2017. Ben voilà, c'est fait. Près de 2 ans après cette déclaration qu'on vient d'entendre de l'ancien maire Denis Coderre, la rue Amherst devient la rue Ada-des-Gannes. Un changement pour favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones. Jean-Sébastien Cloutier.
Bye bye rue Amherst, voici la rue Atateken. Dans la langue mohawk, prononcée Adadegon, qui signifie frère et sœur. Ils le prononceront comme ils veulent. Au final, je pense que c'est normal quand on a le nom d'une rue dans une langue différente qu'il faut s'adapter. Mais pour moi, ben là, je vais le pratiquer, là, Adadegon. Le nom est tellement approprié. Atategon, voulant dire toute notre relation. Alors, on ne parle pas de juste Canadiens, Québécois, on parle de l'humanité. Un nom plus rassembleur que celui du général Amherst, qui a conquis Montréal en 1760 et qui est resté tristement célèbre pour avoir distribué des couvertures contaminées à la variole destinées à exterminer les Autochtones. L'esprit de nos ancêtres qui ont péri sous le général Amherst peut maintenant reposer en paix. Merci. Jusqu'à maintenant. Sur la nouvelle rue Adadegon, les passants approuvent. Très beau changement pour réunir les gens, puis effacer l'histoire dégueulasse. Nous, puis les peuples autochtones, ça fait longtemps qu'il faut qu'il y ait un rapprochement. C'est bien, puis surtout ce que ça représente, c'est un beau message. Donc c'est mieux qu'Amherst. Montréal a beau avoir été fondé en terre autochtone, leur place dans la toponymie de la ville reste encore marginale. Sur environ 6000 toponymes, c'est certain qu'il y en a beaucoup des toponymes à Montréal. On peut en compter une quarantaine qui sont d'influence autochtone. D'autres noms pourraient s'ajouter à travers cette grande démarche de réconciliation commencée sous l'administration Coderre. Pour son 375e, la ville a déjà ajouté le grand pain blanc sur son drapeau pour rappeler la place des Premières Nations. C'est en septembre que la rue Amherst deviendra officiellement Adadegon sur les pancartes du centre-ville. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal. Alors, Pascal, soleil à l'horizon pour amorcer le long week-end. Oui, et aussi pour la journée de lundi, pour la Saint-Jean. Alors, demain, soleil matinal, mélange soleil-nuage l'après-midi, température confortable 25-26, qui est légèrement au-dessus de la normale. Dimanche, soleil, 2-3 nuages, 27, ce qui est au-dessus de la normale, évidemment. Pour lundi, c'est généralement beau. Il y aura un nuagement en fin de journée. Donc, pour la Saint-Jean, il n'y a aucun problème pour les spectacles et les activités. Tout va très bien. Tant mieux. Et pour mardi, on aura des précipitations sous forme de pluie passagère avec des températures légèrement plus basses. On s'en parle en détail tantôt. Salut. Au retour, on vous parle aussi de ce surplus budgétaire comme on n'en a jamais vu à Québec. Recruter des directeurs et des directrices d'école, une tâche de moins en moins évidente. Parlons surplus budgétaire et non le moindre. Oui. À Québec, Gérald Filion à nos côtés pour nous aider à nous dire un peu ce qu'il y a derrière le chiffre dont on entend parler aujourd'hui. Absolument. 8 milliards de dollars de surplus, finalement. C'est le bilan complet qui demeure préliminaire parce qu'il y aura les comptes publics, mais c'est le premier bilan qu'on a des 12 mois de l'exercice 2018-2019 qui s'est terminé le 31 mars dernier. Et on arrive donc à un surplus de près de 8 milliards de dollars à Québec avant le versement au Fonds des générations. Pour être bien exact, 7 milliards 910 millions. Et le surplus après le versement au Fonds des générations, c'est un surplus record, 4 milliards 433 millions. Encore en décembre dernier, le ministre Girard parlait d'1 milliard 600 millions. En février, François Legault parlait de 2 milliards. Dans le budget, on parlait de 2 milliards et demi. Et finalement, on arrive à 4 milliards et demi. Pourquoi? Et c'est très important parce que c'est 6 milliards d'écart avec le budget l'État-O, le budget initial de 2018-2019. Pourquoi? Parce que les revenus autonomes provenant des impôts des entreprises et des particuliers sont plus élevés. Il a fait froid au Québec, ça a rapporté plus d'argent, 600 millions à Hydro-Québec, des dépenses moins élevées, des taux d'intérêt plus faibles, donc des coûts d'intérêt plus faibles également. Le ministre a dit en conférence téléphonique aujourd'hui, la moitié de l'écart de 6 milliards dont je parlais tantôt, ce n'est pas récurrent. Ce sont des dépenses de moins, ce sont des revenus supplémentaires, ça ne reviendra pas. L'autre moitié, on l'a déjà dépensé dans l'exercice 2019-2020. Alors, le gouvernement se permet de dire on va arriver à l'équilibre budgétaire pour le prochain exercice. À suivre. Parlons maintenant, puisqu'on est dans la valse des milliards, n'est-ce pas? Parlons de ces navires de combat du Canada qui vont coûter pas mal plus cher que prévu. De 10 à 14 milliards de plus aux contribuables, selon le directeur parlementaire du budget. Donc, près de 70 milliards pour les 15 navires
navires de combat de la Marine. Le gouvernement évalue toujours entre 56 et 60 milliards. Yves Giroux attribue principalement cet écart à 2 facteurs, l'inflation et la taille des navires plus grande qu'initialement. Les marchés boursiers en terminant? Les marchés en recul pour aujourd'hui, mais on a eu une bonne semaine. Ça va assez bien. On a des sommets pour le S&P 500, notamment à New York. Le prix du pétrole poursuit sa progression. Bon long week-end, Gérald. Au revoir. À vous aussi. Merci. Eh oui, c'était la dernière journée des classes. Et sachez qu'en cette dernière journée des classes, il y a un nombre record de directeurs, de directrices d'école de la région de Montréal qui terminent leur carrière et disent donc adieu pour de bon à leurs élèves. On voit l'émotion que ça peut susciter. Tout comme les enseignants, ils sont de plus en plus rares sur le terrain. Anne-Louise Despatie. Vous êtes inspirants. Vous êtes gentils. Vous êtes empathiques. C'est comme ça qu'a commencé le Festival Madame Dion à l'école Saint-Noël-Chabanel pour souligner son départ à la retraite cette semaine. 42 ans de carrière, dont 22 comme directrice. Ayant été enseignante longtemps, je sais exactement ce qu'elles vivent. Je peux me mettre à leur place. Merci les poussins! Elle dirige la plus grande école primaire de la Commission scolaire de Montréal, qui compte plus de 1000 élèves et qui en accueillera jusqu'à 1600 d'ici quelques années. C'est ma 10e année, alors je n'ai vécu que de la construction, soit de la démolition, de l'agrandissement. On a fait 33 nouvelles classes, une bibliothèque, un nouveau gymnase. Parce qu'être directrice d'école de nos jours, c'est aussi gérer des chantiers. On vit en cohabitation avec un chantier, des dérangements, on perd notre cours d'école, on doit aller dans le parc, on change les horaires. Il y a un nombre record de départs à la retraite cette année, une 50aine de directeurs à la CSDM seulement. C'est 15 % des directions d'école. Les gens se sont un peu usés au travail. Quand on ne peut pas avoir le personnel requis, ça suscite des insatisfactions. Il faut recevoir les parents, il faut recevoir les enseignants, il faut s'occuper des élèves. Alors, c'est quand même un travail qu'on aime profondément, mais qui est extrêmement exigeant. Ce qui a changé, c'est des fois le niveau d'exigence. Bon, il y a de plus en plus d'élèves en difficulté. Il y a des services autour, mais qui ne sont pas toujours à la hauteur de nos attentes. En 7 ans, le nombre d'élèves a doublé à l'école Saint-Jean-de-Lalande. La première chose, c'est évidemment la pénurie de tout le personnel. C'est pas seulement les enseignants. Un directeur qui s'en va, éventuellement, ça va prendre un enseignant qui va prendre sa place. Donc, on va enlever un enseignant quelque part. Et je me dis, les nouveaux, je pense qu'ils auront peut-être besoin d'accompagnement. Nous, on sera là. Les gens qui seront à la retraite, peut-être qu'on pourra donner un petit coup de main. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal. On vous a parlé au cours des dernières semaines des trottinettes électriques en libre service. Les choses se précisent. Sachez que c'est pour bientôt parce que Québec a donné le feu vert à l'implantation d'un projet pilote et ce, dès le 6 juillet à Montréal et à Westmount. Et c'est sur le boulevard René-Lévesque qu'on joint Sébastien Desrosiers. Alors, on connaît maintenant, Sébastien, les règles que devront respecter les utilisateurs, les trottinettistes. C'est ça. La région métropolitaine, il faut le dire, Alexis, va devenir la première au Canada à autoriser les trottinettes en libre service. Mais voilà, on ne pourra pas en faire n'importe comment. Alors, pour vous aider à comprendre ces nouvelles règles qui vont entourer cette pratique, voici un tableau qu'on a préparé pour vous. D'abord, sachez que le moteur de ces engins sera réglé de façon à ce qu'il ne dépasse pas la vitesse de 20 km à l'heure. Ensuite, pour le code de la sécurité routière, les règles seront les mêmes que pour les cyclistes, à la différence que les utilisateurs de trottinettes devront obligatoirement porter un casque. Et puis, comme en vélo, il sera interdit de transporter un passager. C'est pourtant une pratique répandue en Europe. Alors voilà pour la route. Pour les stationnements, vous le savez, Montréal a adopté un règlement à cet effet en mars. Il sera permis de les stationner contre des supports à vélo dans tous les arrondissements et au centre-ville sur certains coins de rue qui seront dédiés aux trottinettes.
L'une des dernières questions, c'est de savoir qui sera le fournisseur de ce service. Parmi les intéressés, il y a l'américaine LIM, financée par Google et Uber. Il faut avoir 18 ans pour conduire ces engins. Elle devra recevoir une autorisation du ministère des Transports du Québec. Mais bon, on pourrait les voir d'ici un peu plus de 2 semaines dans les rues de Montréal. Oui, dans les pistes cyclables, comme on le voit derrière vous. Merci beaucoup, encore une fois, Sébastien. Voilà. Et à notre 18h30, vol de données personnelles, quels sont les risques et comment peut-on se protéger? Il y a un maximum d'informations qu'on peut récolter sur une seule et même personne. Puis on a de l'info sur cette personne-là, puis on a de l'info qui permet potentiellement d'accéder à des comptes critiques comme ça devient extrêmement dangereux. Ce soir, à notre 18h30, comment se protéger efficacement contre le vol d'identité? Pour surmonter les difficultés de la vie, des jeunes se tournent vers le triathlon. Dernière fin de semaine des Franco avec Pierre Lapointe, Hubert Lenoir et Corias. Les renseignements personnels de 2,7 millions de membres particuliers avaient été transférés à l'extérieur de l'organisation. Inquiétant. Inquiétant. Pour le moins, inquiétant. J'ai jamais vu d'affaires de même. En tant qu'employé et membre, très choqué. Ça peut traîner longtemps. Ça peut être revendu, ça peut être donné en libre accès via des réseaux sociaux. Alors, poursuivons sur ces vols de données personnelles qui concernent, je le rappelle, un peu plus de 40 des clients du mouvement Desjardins, des particuliers, mais aussi des entreprises. Un rappel important là, des données dont on parle ici, les noms, les dates de naissance, les numéros d'assurance sociale, les adresses, les numéros de téléphone, courriel. Et à ça s'ajoutent aussi quelques renseignements en matière d'habitudes transactionnelles. Si vous vous demandez si vous êtes concerné par tout ça, un bon moyen de le savoir, c'est de se rendre sur le site, votre page, si on veut accéder. N'y accédez pas par l'application, mais bien par ordinateur, sur le site lui-même, et donc vous le saurez si oui ou non vous faites partie de ces clients de Desjardins touchés par ce vol de données personnelles. On poursuit plutôt sur cette thématique avec vous, Monsieur Jean-Philippe Descaries. Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de la cybersécurité au commissionnaire du Québec. Alors, question toute simple pour entreprendre notre conversation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de données-là? Pourquoi ça intéresse les fraudeurs? Bien évidemment, c'est toujours ça revient au vol d'identité en tant que tel. Donc, on peut vraiment se faire passer pour quelqu'un. À partir de là, il y a pas mal de choses qui sont permises. Là. Ils sont possibles, plutôt. Il y a un maximum d'informations qu'on peut récolter sur une seule et même personne. On peut avoir un ensemble, une vue d'ensemble de sa vie, même jusqu'à un certain point. On peut se faire passer pour cette personne-là sur certains sites. On peut avoir, dépendamment des accès qu'on a, on peut avoir accès à, je sais pas, à son compte Gmail, son compte Facebook, ce qui est souvent un point singulier d'échec. Si on prend, par exemple, le contrôle d'un compte Gmail de quelqu'un, c'est souvent le compte courriel qui est utilisé pour se loguer sur tous les sites des réseaux sociaux, Facebook et compagnie. Donc, on prend un contrôle d'un élément clé, en fait, de l'identité numérique de quelqu'un. Donc, plus on a de l'info sur cette personne-là, plus on a de l'info qui permet potentiellement d'accéder à des comptes critiques comme ça devient extrêmement dangereux. Oui, au point même où il y a eu certains cas médiatisés où des achats de maisons ont été faits au nom d'une autre personne. Oui, c'est entre autres ça, c'est des cas plutôt extrêmes. Je vous dirais, c'est pas la norme quand même, parce que généralement, encore là, ça dépend du motif derrière ce cas spécifiquement là, mais contre d'autres cas aussi. Tout dépend de l'information qu'on a. Ça peut aller très loin. On a des cas des personnes qui ont perdu le contrôle de leur vie complètement par rapport à ça. Oui, et c'est dur de récupérer ce contrôle sur nos propres vies dans ce genre de circonstances. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que font ces personnes maintenant? Comment on se protège? Comment on se prémunit contre ce type de brèche-là et de failles? Ça, je vais vous donner une réponse très, très plate. C'est très, très dur de faire quoi que ce soit. Dans ce cas-ci, dans d'autres cas, on délègue une partie de la responsabilité de la protection des données à des compagnies ou des entreprises tierces, évidemment, comme ça, Desjardins ou autres. Et Desjardins n'est pas, c'est pas le seul qui est vulnérable par rapport à ça. Hein. Ça fait partie du zeitgeist présentement. Présentement, tout le monde est vulnérable, toutes les entreprises sont vulnérables à ce genre de fuite de données-là à différents niveaux. Et nous, on leur donne la responsabilité, en fait. On leur fait que c'est une question de confiance. Hein? On donne cette confiance-là pour que ces entreprises-là gèrent ces données-là. Donc, on se départit un peu de la responsabilité, mais aussi du contrôle qu'on a sur nos propres données. Donc, c'est très limité de ce qu'on peut faire. De ce côté-là, je peux pas vraiment répondre à cette question-là de manière positive parce que le contrôle est extrêmement limité. Je comprends tout à fait. Et vous comprendrez que les gens vont se dire en contrepartie, ben oui, mais est-ce qu'on doit encore faire confiance à ces institutions-là dans ce contexte-là?
Écoutez, c'est sûr que c'est touché un peu, là. Oui. C'est pas... Je réitère, là... Le risque zéro n'existe pas, c'est ce qu'on comprend. Absolument. Là, voilà. La sécurité à 100 % ça n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Très bien. Tout le monde peut être vulnérable et face à ce genre d'événement qui maintenant est monnaie courante, en fait. Et Desjardins, dans le cas qui nous occupe, a initialement offert à ses membres, là, ces millions de membres concernés, un service de surveillance aux frais du mouvement Desjardins. On parlait de 12 mois. Là, il y a eu toute une réaction. On a prolongé ça à 5 ans. Mais dans les requêtes qui ont été déposées aujourd'hui, là, certains jugent qu'on devrait échelonner ça sur 10 ans. qu'Equifax surveille ça pendant 10 ans, les dossiers de chacune de ces personnes, jusqu'à quel point. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Écoutez, mon premier réflexe quand j'ai entendu ça, c'est de savoir que c'est Equifax qui va gérer cette surveillance-là. En fait, Equifax qui a été... l'entreprise elle-même, Equifax, a été victime d'une fuite de données il n'y a pas si longtemps de ça, qui a affecté des millions de personnes. Donc, jusqu'à quel point, encore là, on délègue une délégation d'initiale à une autre entreprise qui est tout aussi vulnérable que n'importe quelle autre entreprise. Il faut le mentionner. Donc, vraiment, à se rendre, côté confiance, en tant que moi-même, client de Desjardins, je peux pas dire que ça change grand-chose. Et maintenant, est-ce qu'il y a une recette miracle à ça? Il n'y en a pas, et ça, c'est important de le mentionner. Donc, vraiment, pour l'instant, c'est sûr que 10 ans, c'est plus intéressant. Est-ce que ça change quelque chose si c'est un groupe, mettons, criminel organisé de vol de données qui, dans un pays distant, qu'on n'a pas de recours envers eux qui pourraient utiliser ça? Ça revient à ce que je disais, on n'a pas les motifs, c'est très, très dur de répondre à ça. Et simplement pour la compréhension de nos téléspectateurs, vous faites référence ici au fait qu'en septembre 2017, 143 millions de numéros d'assurance sociale ont été dérobés à Equifax, qui elle-même, comme compagnie, en gère des centaines et des centaines de millions de ce type de données personnelles. Écoutez, Jean-Philippe Descaries, Mathieu, je crois que pour l'instant, on a dit l'essentiel, et puis on verra pour la suite, en souhaitant que tout se passe bien pour tout le monde dans les circonstances, si c'est possible. Merci, au revoir. Merci à vous. Au retour, on vous parle de ces enfants qui n'ont pas eu une vie facile, mais qui relèvent malgré tout le défi du triathlon. Ça m'aide à oublier que ma mère a le cancer. Ça m'aide à oublier que je vis des affaires difficiles. Je veux juste qu'il soit fier de lui. Puis moi, qu'il y ait une première ou une 50e place, ça me dérange pas. Le sport est parfois une bouée de sauvetage, une source de motivation, et c'est particulièrement vrai pour 2 élèves du primaire de Vaudreuil-Dorion qui, vous allez le voir, malgré de grosses épreuves dans leur vie, ont réussi un triathlon. Diane Sauvé. Alex et Marie-Soleil angoissent à quelques minutes du triathlon de l'école Sainte-Madeleine. C'est vraiment beaucoup de stress. J'aime pas ça, la course. Des épreuves de plus à surmonter pour ces 2 jeunes qui ne l'ont pas facile. On a envoyé un texto comme ça. Ouais. Parfait. Marie-Soleil, 11 ans, revient de loin. Elle souffre de dyspraxie, un trouble qui affecte la coordination des mouvements, la structure des idées. La dame qui l'avait évaluée, elle avait dit c'est une inaptitude en sport. Impossible de faire du sport. En tout cas, pas impossible, mais très difficile. Marie-Soleil vivait dans sa bulle, peinait à écrire, à lire, fuyait le regard. Puis, il y avait les crises. Et avant, je me choquais des grosses crises de malade. On m'appelait des fois le démon. Le démon, c'était toute une affaire. On pouvait me voir rester 2 heures dans la chambre. Alex, 13 ans, souffre du TDAH et de troubles anxieux. L'an dernier, sa mère a reçu un diagnostic de cancer rare, de quoi chambouler son univers. Je suis souvent vraiment stressée parce que je peux pas savoir qu'est-ce qui va arriver, puis je pense tout le temps à ça. Les résultats scolaires d'Alex ont plongé. La motivation aussi, en plus du comportement. Des fois, il peut faire des petites crises, là. Des fois, il saute un plomb, là, puis c'est déjà arrivé à l'école 2-3 fois, là. Il y en a qui le niaisent. C'est pas parce que ta maman est malade que tu vas, tu sais, des enfants. Marie-Soleil a travaillé pendant 2 ans en thérapie pour réorganiser ses circuits neurologiques. Elle a réappris à marcher, parler, penser. Un chemin ardu, mais payant. C'est une enfant heureuse. Et ça, je ne l'ai pas vu dans les 5 premières années de sa vie.
j'aimais pas ça faire vraiment du vélo. C'était mon pire ennemi, on peut dire. Mais là, aujourd'hui, c'est mon ami. J'adore faire le vélo. Pour se calmer, Alex visite le local des techniciens en éducation spécialisée. Son comportement s'est amélioré, tout comme la santé de maman. C'est le départ. Malgré les encouragements de sa mère, Alex fige dans la piscine, sa bête noire. Là, quand j'ai vu qu'il voulait pas faire la piscine, j'ai dit « Ah ouais, Alex, fais-le pour maman. » Marie-Soleil est l'une des premières à sortir de l'eau avant de filer à vélo. Mais à la course à pied, elle perd son sourire. Son père pousse avec elle pour cet enfant qui a horreur des comparaisons. Je suis pas capable de voir que quelqu'un dise « Ah, toi, t'es 32, moi, je suis 6e. » Puis c'est pas le fun pour les autres. Moi, j'aime pas ça. Alex en arrache, même si bouger, pour lui, est devenu un exutoire. Ça m'aide à oublier que ma mère a le cancer. Ça m'aide à oublier que je vis des affaires difficiles. Je veux juste qu'il soit fier de lui. Puis moi, ben, qu'il y ait une première ou une 50e place, ça me dérange pas. À l'arrivée, la pression tombe. Je suis pas mal fière d'avoir réussi à faire ma piscine, même si c'était quand même vraiment dur. Il l'a fait pour moi, il me l'a dit. On a eu une énergie ensemble, je suis contente. Vraiment. Vraiment fière. Parce que j'ai réussi au moins à faire 1 kilomètre de course. Tous les mouvements étaient tellement durs pour elle de coordonner ça. Puis là, de la voir faire un triathlon, c'est comme wow! Avouez que c'est touchant. Chapeau, donc, à ses enfants et à leurs parents. Alors, au retour, on vous parle des suggestions de spectacles tout juste avant la fin des Franco. Et aussi des suggestions de lecture pour les vacances qui, heureusement, approchent. Hey, ma gang de malades! Vous êtes donc où? Hey, comment oublier ce gros succès de Daniel Boucher, intitulé cette chanson La Désise, qui a déjà, mine de rien, 20 ans. Eh bien, le chanteur sera au Francophonie ce soir. Julie-Jasmine Boudreau, on vous retrouve justement place des festivals. Ça fait 10 ans que Daniel Boucher n'a pas joué au festival. Et on va remédier à ça ce soir. Ça va se faire sur le coup de 20 h. La scène qui est tout juste derrière moi. Et je peux vous dire une chose, Alexis. Moi, j'ai assisté aux répétitions cet après-midi et ça promet dans le plaisir jusqu'au cou. Parce que, bon, évidemment, Daniel Boucher, c'est cette espèce de dégaine vocale, ce langage coloré à travers, évidemment, 4 albums. Donc, il va faire ses grands succès, mais va aussi nous proposer des chansons toutes récentes qui sont parues sur des plateformes numériques, mais qui aboutiront sur disque l'automne prochain. Et d'ailleurs, on a parlé de la formule de ce spectacle-là ensemble et on a un peu philosophé ensemble aussi sur ses 20 ans de carrière. On l'écoute. Ça va être un show de tunes. Aucune mise en scène, aucun décor, évidemment. 3 gars qui jouent de la musique. C'est ça qu'on fait à soir. Tu sors des choses que tu n'étais pas capable de sortir quand tu avais 20-25 ans, puis tu les sors en forçant moins. Tu sais? Je commence juste à être à l'aise. Je commence juste à apprécier mon jeu de guitare. Tu sais? Je veux dire, la vie commence. Tu comprends-tu? La vie commence. Ben voilà pour ce show de toune ce soir. Parlons du grand événement gratuit de la soirée. Julie-Jasmine, ça, c'est le populaire duo Deux Frères. Ouais, et musique tout de suite. C'est comme avant, comme avant, comme avant. On veut que le temps, que le vent soit bon. Oh oui, comme avant, comme avant. Alors, qui n'a pas entendu cette chanson-là, évidemment, durant les 2 dernières années? Elle est sortie en 2017. Deux Frères sont arrivés dans le paysage musical comme une véritable comète en 2015. D'ailleurs, leur premier album s'est vendu à 125 000 exemplaires. Et ce soir, ils sont sur la grosse scène pour une 3e fois. C'est d'ailleurs leur 3e participation, dis-je bien, au Franco. Et il y aura d'ailleurs des invités notamment, il y aura Laurent Jalbert, il y aura aussi Roch Voisine et Jonathan Péchaud. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils ressortent de ce spectacle-là? On en a discuté. Voici leur réponse. On veut vraiment que ça soit comme une ambiance très familiale où ce que tout le monde est proche. On aime ça, créer ce genre de moment-là. On réunit plein de gens sous un même thème, une même émotion, si on veut. Fait que c'est toujours agréable de pouvoir avoir ce contact-là avec le public. Puis en plus, avec nos artistes invités, ça crée un effet de famille encore plus intense. Fait qu'on aime ça. On veut que les gens se sentent comme ça. On veut que les gens se sentent en famille, quand même.
Alors, j'en profite pour vous dire que le spectacle de ce soir sera capté par la télévision et diffusé sur les ondes d'ici Télé le 8 septembre prochain. Et si jamais vous ne pouvez pas vous rendre ce soir, bien, Alexis, je vous ai préparé plein d'autres suggestions. Voici mon calendrier. Salut, merci. Samedi, c'est le coup d'envoi du Grand Montréal Comique. Pour sa 2e édition, le Festival d'humour, dont les spectacles ont lieu autant à Montréal que sur les rives sud et nord, change de nom et propose un tout nouveau rendez-vous. 10 artistes s'échaufferont en prévision de la Coupe du monde de stand-up attendue l'an prochain. Chérie, je trouve plus mes clés de voiture. Au cinéma, dans l'extraordinaire voyage du fakir, un arnaqueur de petite envergure quitte Mumbai à la recherche de son père. Tiré d'un roman, le scénariste et réalisateur Ken Scott signe une colorée adaptation vendue dans plus de 160 pays. Avec Bénéris Béjot, Gérard Jugnot et aussi Sarah-Jeanne Labrosse. L'histoire est vraiment rafraîchissante, en tout point. Woody, il ferait quoi, lui? Il volerait à leur secours sans hésiter. C'est parti! Woody et Buzz sont de retour pour une 4e aventure. Le nouveau venu, Fourchette, porté par la voix de l'humoriste François Bellefeuille, entraîne toute la bande dans une multitude de péripéties. Sois sans crainte, tout va s'arranger. Et le top fait danser mes scandales. La fin de semaine sera teintée des grandes célébrations du Fleur de Lysée. À Montréal, Guillaume le Métis-Vierge vous attend avec une 20aine d'artistes au Parc Jean-Drapeau pour l'ouverture de l'Espace 67. C'est d'inaugurer un endroit important de la ville de Montréal. Ça représente un moment historique. Et lundi, la fête nationale se poursuit. En soirée, 180 participants vont déambuler sur la rue Saint-Denis pour le traditionnel défilé. À Longueuil, c'est le retour sur scène du groupe Mes Aïeux et Laval reçoit, entre autres, Marie-Mé et Paul Piché. Changera qui voudra. Sur ce, bonne fin de semaine et surtout, bonne fête nationale. Ici Julie-Jasmine Boudreau, Radio-Canada, Montréal. De la musique, au livre, il n'y a qu'un pas. À preuve, Claudia, à La Rochelle, vous êtes... Hey, quelle pile, hein? On va y aller rondement pour les suggestions de lecture pour les vacances. Qui dit vacances dit polar, étranger. Allons au Japon. Oui, au Japon, parce qu'on parle beaucoup de polar scandinave. On l'a fait beaucoup durant la saison. On a parlé de polar américain, canadien, tout ça. Mais là, je vous transporte au Japon, à Tokyo. Alors, Tetsuya Honda est au Japon, ce que Patrick Sénécal est à Montréal et au Québec un peu. Alors, c'est une star, il est célèbre là-bas, les gens l'acclament, veulent le voir, le rencontrer, ils aiment ses histoires. C'est un auteur qui a surtout mis en scène une femme policière. Cette femme-là, son nom c'est Reiko Imakawa, c'est la seule officière de la division criminelle de Tokyo, elle a 29 ans. Et elle est dégourdie, elle a du cran et elle doit mener une enquête. Donc, dans Rouge et la nuit, l'enquête qu'elle doit mener, c'est faire la lumière sur la découverte d'un corps mutilé près d'un parc. Et c'est assez rare dans ce coin de pays-là et elle va devoir le faire, mais elle a toujours des collègues dans les jambes, des machos, des misogynes. Alors, on voit aussi les valeurs un peu du coin. Elle est prise dans ça et elle se débat. C'est une belle leçon aussi qu'elle nous livre. Moi, j'ai adoré le cran de cette femme-là et l'intrigue, la plume de Tetsuya Honda, qui était avant bassiste dans un groupe rock, ça paraît parce qu'il y a du rythme puis il y a vraiment quelque chose de très musical dans son histoire à Atelier Akatombo. Alors, un polar à saveur nippone, maintenant à saveur québécoise. Il y a du rouge dans le titre encore une fois. Toujours, oui. Neige rouge de François Lévesque, journaliste culturel au devoir. François Lévesque écrit des polars depuis plusieurs années. Il aime ça. Oui, il parle beaucoup de cinéma d'ailleurs. Et ça paraît parce que dans ses polars, il y a quelque chose de très cinématographique aussi. Et c'est ce que j'apprécie chez François Lévesque. Il n'a rien envie à personne parce qu'il a sa voix à lui, son style, sa plume. Dans ce plus récent opus, il nous transporte au poste de la Sûreté du Québec de Nottoway auprès de 2 policiers, dont un qui va abattre froidement, et c'est pas par erreur, une autochtone qui est soupçonnée d'un crime et elle va se sauver avec sa petite fille. Il va donc l'attaquer, il va la tuer. Et au moment où son collègue le voit, il essaie de tourner son arme vers lui. C'est pas son arme de service. Et le collègue va se défendre. Donc, et le collègue, donc le survivant, va enquêter sur pourquoi il voulait abattre cette femme autochtone-là, au fond. Quel était son motif? Quel était son motif? Alors, il y a cette enquête-là. Il y a quelque chose de très nature aussi dans les livres de François Lévesque. Excellent polar. Neige rouge, c'est chez à lire.
Un titre que j'aime beaucoup, beaucoup, oui. La trajectoire des confettis. Et c'est pas juste le titre qui va vous plaire. C'est l'œuvre au complet, oui. Incroyable. Ouais. C'est un premier opus pour Marie-Ève Thuot aux Herbes Rouges et c'est déjà tellement mature comme écriture. Ah oui? C'est tellement fort déjà. Il y a beaucoup de choses parce qu'il y a plus de 600 pages. Je vais vous le résumer rapidement, mais on suit plusieurs personnages à travers différentes époques et on parle de relations sentimentales, de ce qu'on fait de nos pulsions, de ce qu'elles provoquent de meilleur et de pire en chacun de nous. Il est question de tabou aussi, de sexualité, de transmission, de filiation dans la trajectoire des confettis. Quelle écriture! Elle va remporter des prix ou en tout cas elle sera en nomination. Donc prenez donc de l'avance cette année puis lisez ça. Voilà. Donc un nom à retenir, Marie-Ève Thuot. Oui, absolument. Les jeunes, il ne faut pas les oublier, tout ça. Ah non. Des avides lecteurs, il y en a beaucoup chez les jeunes. Oui, des jeunes adultes. Et c'est le genre de roman qu'on peut apporter en vacances avec nous et on va faire lire à notre ado, mais on va le lire aussi. L'Albatros et la Mésange de Dominique Demers, qui est écrit pour les petits, pour les moyens petits puis pour les grands aussi. Cette fois-ci, c'est pour les jeunes adultes, donc c'est dans la catégorie qu'on appelle Young Adult. C'est une histoire entre un garçon, une fille, 17 ans. Ils sont à la croisée des chemins chacun. Ils vont s'épauler, peut-être vivre une histoire d'amour, j'en dis pas plus, mais c'est une histoire essentielle. C'est une ode à la nature aussi. C'est très, très bon. C'est chez Québec Amérique. Est-ce que c'est une ode à Montréal, Dîner à Montréal, de Philippe Besson? Oui, Philippe Besson nous parle de Montréal dans Dîner à Montréal. C'est un huis clos autour de l'écriture, mais autour d'un ex aussi qui revient dans le décor. Il va y avoir un dîner plein de malaise à Montréal. Il faut lire ça d'un trait, ça se lit et c'est la plume hallucinante, mais tellement belle de Philippe Besson qui est dans l'écriture de soi. Très bien. Et on retiendra aussi, on n'en parlera pas plus longuement, Gaëlle Josse, Une femme en contre-jour. Ça aussi, ça promet. Donc, suggestion de Claudia La Rochelle. Merci infiniment. Merci, bon été, bonne lecture. Aussi, au plaisir de vous retrouver. Merci. Plaisir de partager une prochaine. Salut. Un petit clin d'œil à ce nouveau pont Champlain et à l'ancien convoi derrière en arrière-plan. Un mot pour vous rappeler, finalement, c'est important de le noter. Notez-le bien pour ceux qui pensent se déplacer, circuler en dehors de Montréal. Le pont Champlain sera fermé à partir de 22 h ce soir et ce jusqu'à lundi matin, 5 h en direction de Montréal. En direction de Montréal, ça sera fermé. On réalisera donc des travaux, les tout derniers travaux en vue de l'ouverture du nouveau pont Samuel de Champlain. Ça, c'est prévu pour lundi. L'autoroute 10, vous le voyez sur la carte, est donc fermée. C'est la portion en rouge à partir de l'autoroute 30 jusqu'à l'île des Sœurs. Voilà pour ce qui est à prévoir cette fin de semaine avec le pont Champlain. Gros chambardement. Il y a les feux d'artifice aussi qui s'ajoutent à tout ça. Bref, pour conclure... Oui. Monsieur Pascal, comment allez-vous? Bien, ça va bien. Et tout ça se fait sous le signe du soleil. Oui, parce qu'il fera beau, il n'y aura pas grand-chose à dire pour le week-end, et pour la Saint-Jean, c'est très beau. Alors bon, tant mieux. 25 Montréal. Pour l'instant, c'est assez nuageux cependant. Il y a même eu un petit orage vers l'Estrie, comme vous le voyez avec la carte radar. Mais bon, dans l'ensemble, demain, ce sera quand même une journée très agréable. Alors, demain matin, c'est du style ou du type plein soleil. Par la suite, un petit peu plus en mélange soleil-nuage. Un petit risque d'orage vers l'Estrie, mais si orage il y a, ce sera tout à fait isolé. Et dimanche, bien, ma foi, le soleil qui est roi et maître. Et lundi matin aussi, quoique lundi en après-midi, ça deviendra plutôt nuageux, mais bon, à peine. Alors demain, beau le matin, moitié-moitié l'après-midi. Ce sera beau et plus chaud dimanche avec 27. Et très beau lundi pour la Saint-Jean. Ça devrait s'ennuager partiellement, du moins essentiellement en après-midi. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire demain. Un petit peu de vent du secteur nord-ouest, un petit vent rafraîchissant. Soleil matinal, quelques nuages. Par la suite, mélange soleil-nuage, 26 Montréal. C'est quand même 2 degrés au-dessus de la normale. Le centre, même situation, mélange soleil-nuage. À partir de l'après-midi, risque d'orage sur l'Estrie seulement. Un peu de vent. L'Est aussi, plutôt en mélange soleil et nuage. Un petit risque d'orage sur la Beauce en fin de journée. Plus à l'est, c'est partiellement nuageux. Aux Îles-de-la-Madeleine, on a vraiment écopé de beaucoup de pluie aujourd'hui. Demain, on aura quelques averses résiduelles et du vent. L'Abitibi-Témiscamingue, c'est beau, en fait, de la Beijing jusqu'au Témiscamingue. Et le moyen long terme, donc demain, beau, moitié-moitié l'après-midi, 26. Dimanche, plein soleil, 2-3 nuages, 27. Lundi, donc pour la Saint-Jean, beau le matin, ennuagement partiel l'après-midi. Et mardi, il y aura des précipitations. Et mercredi, bien, c'est pas si mal. Une température assez près des normales, un peu plus chaud que la normale ce week-end. Profitons-en. Merci, Pascal. Bonne Saint-Jean. Bon long week-end à vous aussi. Bonne Saint-Jean. Dans toute l'équipe, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.